C'est OK. Bonjour à tous, donc Oriane Vallée, IFCE. Je suis donc coordinatrice du projet Équipe Fumier et donc je vais vous présenter aujourd'hui un des livrables de ce projet qui est un outil d'aide à la décision à destination donc des structures équestres pour prendre une décision sur la valorisation du fumier de cheval qui est présent sur le site. Je n'en dis pas beaucoup plus parce que je vais vous partager la vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion. Voilà, normalement. Bienvenue à tous sur cette vidéo explicative de l'outil d'aide à la décision. L'outil qui va vous être présenté a été développé dans le cadre du projet Équifumier qui vise à développer des filières de valorisation pérennes du fumier équin. Parmi les actions menées, l'action 6 a pour objectif de concevoir un outil d'aide à la décision pour les exploitations équines qui permettent d'identifier les solutions de valorisation les plus adaptées aux caractéristiques du fumier. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le fonctionnement de l'outil qui va vous permettre de choisir une solution de valorisation selon la nature de votre fumier, la manière dont vous le gérez et les contraintes des filières de valorisation existantes. Au total, 15 fiches solutions sont disponibles et ont le format que vous pouvez observer ici. Il vous est possible de réaliser plusieurs simulations afin d'avoir accès à plusieurs fiches résultats. Les boutons qui vous permettent de choisir une réponse à la question posée sont en orange, comme celui-ci. Il vous suffit de cliquer dessus pour être amené à la suite de la simulation. Ce premier clic vous emmène donc à un mode d'utilisation écrit de l'outil. Vous retrouverez donc sur toutes les fiches dites de questions l'intitulé de la question en bleu en haut, les boutons de choix en orange, des ressources techniques dans le bandeau inférieur et en haut à droite, deux boutons qui vous seront bien utiles. Le premier, c'est la flèche, il vous permet de revenir à la question précédente et la maison vous permet de faire une nouvelle simulation. Dans certains cas, vous serez invité à cliquer sur cette maison. Donc, il est bien important de lire les informations de texte. Elles vous aident à suivre le bon cheminement et à avoir une simulation optimale. Commençons la simulation en cliquant sur le bouton orange en bas à droite. On retrouve bien la première question avec l'intitulé en bleu en haut, les deux boutons, les boutons de choix et des ressources techniques dans le bandeau inférieur. Donc on va cliquer sur choisir sa laitière pour l'exemple. Et normalement, nous allons être redirigés vers une page internet. Donc voilà une fiche typique que vous pouvez retrouver en cliquant sur les liens qui présentent du coup des informations complémentaires. Je retourne sur mon diapo et pour l'exemple, je vais cliquer sur paille de blé. Il suffit maintenant de dérouler la simulation en cliquant sur les boutons de votre choix. Ici, je vais cliquer sur oui. Cette diapositive me demande de me familiariser avec les différentes filières de valorisation pour ensuite choisir celle qui me convient. En effet, les textes soulignés vont vous permettre d'être amené à d'autres diapositives dites d'information qui vont vous donner quelques informations sur les solutions de valorisation et qui vont vous permettre par la suite de faire un choix réfléchi. Cliquons par exemple sur Digesta. Donc ici, on voit bien une petite définition, les avantages et inconvénients de la solution, encore des ressources qui nous permettent d'en apprendre plus sur la solution de valorisation. Donc cette diapositive est vraiment une pause dans la simulation. Ce n'est en aucun cas une fiche résultat, il est donc important de continuer la simulation en cliquant sur ce bouton. Vous avez donc pu prendre connaissance des différentes filières de valorisation et faire un choix. Donc nous allons prendre pour l'exemple valorisation sous forme de compost ou lombricompost. Au vu de ces informations, vous allez pouvoir faire le choix qui vous convient le mieux. Nous allons cliquer pour l'exemple sur compostage. Ici, je clique sur oui. Est-ce que la totalité du fumier sera valorisée sur site? Alors, pour répondre à cette question, vous avez tout d'abord un petit fichier Excel qui vous permet d'estimer votre quantité de fumier.
Parce qu'en fait, une fois que vous aurez votre quantité de fumier estimée, vous allez savoir si oui ou non vous allez pouvoir valoriser tout votre fumier sur site. Si ce n'est pas le cas, l'information textuelle ici vous invite à cliquer par la suite sur la case maison pour effectuer une deuxième simulation. Donc il y aura une première simulation qui est celle qui est en cours pour valoriser la première partie de votre fumier et une deuxième simulation relative à la deuxième partie de votre fumier qui ne sera pas. Nous allons donc cliquer sur surplus de fumier et nous voilà arrivés sur une fiche résultat avec en haut la solution de valorisation et ensuite les avantages et inconvénients de la solution. Les avantages techniques, les avantages socio-économiques, les avantages environnementaux et les avantages réglementaires. Si je me souviens bien, je dois donc cliquer sur la maison pour effectuer une deuxième simulation pour la suite de mon fumier. Me voilà de retour à la première question. Je reclique sur paille. Cette fois, je clique sur non. Sur non également. L'option s'offre à moi. Une solution locale avec la contractualisation avec une filière de valorisation. La mise en relation avec un négociant ou alors aucune de ces solutions. Donc, je vais choisir, par exemple, de me mettre en relation avec un négociant. Me voilà arrivé à une deuxième fiche, ce résultat. Je la lis, j'en prends connaissance, et là, par exemple, j'observe qu'il n'y a pas énormément d'avantages environnementaux. Or, c'est quand même quelque chose que je souhaite pour la valorisation de mon fumier. Alors, je clique sur la flèche retour, et je choisis, par exemple, la contractualisation directe pour essayer de trouver une solution qui me convienne mieux. Je vais cliquer sur plateforme de compostage, par exemple. Et voilà, une fiche résultat qui personnellement me convient plus en termes environnementaux. J'en prends connaissance et je vais pouvoir mettre fin à ma simulation en cliquant sur le bouton en bas à droite. Voilà ici la diapositive de fin qui recense quelques sites internet qui ont été utiles à la création de l'outil. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, il regorge d'informations qui pourront vous être utiles. Voilà, n'hésitez pas à aller les consulter. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Hop, voilà. Donc pour la présentation de l'outil, donc qui sera disponible très prochainement sur notre plateforme, donc Valfumier, dont je vais vous parler juste en suivant. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cet outil-là? Non? Ok. Et bien, du coup, j'enchaîne sur la présentation de la plateforme. Donc je partage à nouveau mon écran. Voilà. Donc cette plateforme qu'on appelle Fumier, on pourra vous mettre le lien dans le chat. A été développée dans le cadre des programmes VAFI d'abord et donc étendue à la Normandie et avec les chambres d'agriculture régionales. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme qui centralise toutes les ressources qu'on a pu produire autour de la valorisation du fumier, toutes techniques confondues. Vous pensez de l'information. Donc voilà, quand on clique sur référence de la menée, et donc on est vers les protocoles qui sont disponibles sur le site web Wikipédia, sur des webconférences. On a aussi donc des témoignages qui sont disponibles sur la plateforme. On a réalisé deux programmes. On a des témoignages aussi bien en fiche qu'en vidéo. On a notamment Monsieur Tout le Monde d'ailleurs qui nous a fait plaisir avec nous et qui est présent aujourd'hui. Exemple concret de valorisation qui fonctionne site ou hors site dans les cas. Et donc les vidéos chargent des vidéos YouTube. Excusez-moi. Et donc, on a aussi un fil d'actualité sur la...
Désolée, je vous ai perdu. Est-ce que c'est Moi, c'était bon. Voilà, et donc, je sais pas trop où je vous ai perdu, mais donc on a aussi un fil d'actualité là qui est disponible sur la droite, avec tous les événements qu'on met en lien avec enfin qu'on organise en lien avec la valorisation du fumier. Donc on a les webconférences d'aujourd'hui, notamment. Donc là, le troisième aspect, c'est pour vous, donc gérant de structures équestres, la possibilité de s'inscrire sur la plateforme, donc en cliquant ici sur gérant de structures équines, proposer votre fumier. Vous accédez à un formulaire donc, que vous remplissez avec des détails sur la qualité de votre fumier, le type de fumier, etc. Le matériel que vous avez. Cette offre va apparaître sur la carte des offres juste ici. Hop. Sur laquelle on a donc voilà, les offres qui apparaissent avec les informations qui ont été remplies par la personne. Et donc, cette carte des offres, on la diffuse à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par du fumier de cheval. Et donc, les personnes peuvent voir en local où est-ce qu'il y a du fumier disponible. Et donc, voilà, contacter directement les structures pour récupérer leur fumier s'ils en ont le besoin. Donc, je vais vous mettre le lien de la plateforme sur le chat si vous voulez vous inscrire. Et voilà, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je le mets. Je crois, dans la discussion. Si tu as tout dit, Oriane. De toute façon, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. À la fin, on prendra un temps. Ah, on a peut-être. Ah non, c'est toi qui as mis dans le chat. Non, c'est moi qui ai mis le lien. Très bien. Eh bien, Pauline, je te laisse prendre la suite. Donc là, on va avoir un témoignage donc, de Julien Aubray. Et puis, c'est Pauline qui va donc prendre la suite. Merci. Donc moi c'est Pauline Doliger, donc je suis à l'IFCE, je suis basée au Haras du Pin et donc je suis ingénieure de développement en alimentation et entretien du cheval et je copilote le programme Valfumier et puis je participe aussi au programme Équifumier. Donc je vais poser des questions à Monsieur Aubray. Donc premièrement je vais lui demander de présenter son activité. Et puis ensuite, de préciser un petit peu quelles sont les quantités brutes de fumier qui sont produites sur son exploitation et puis comment il les valorise au quotidien. Bonjour, donc Julien Aubray, je suis l'élevage de Trotteval à Saint-Martin-de-Fontenay, à côté de Caen, dans le Calvados. On a une structure d'élevage et pension de chevaux avec environ 75-80 chevaux sur la structure et une activité d'exploitation céréalière en plus sur la structure. Donc aujourd'hui, on sort à peu près entre 1500 et 1700 mètres cubes de fumier par an, brut. Tout est valorisé sur la structure. Donc on effectue 2 voire 3 passages de compostage par la CUMA du Calvados pour améliorer le produit et diminuer surtout le volume et avoir vraiment une amélioration pour l'épandage et sur les parcelles. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Quels sont vos besoins en termes d'équipement et de matériel que vous utilisez, à savoir pour stocker votre fumier au préalable, et puis ensuite pour effectivement, en fait, globalement du fumier? Donc nous, on est équipé en un télescopique avec un tracteur benne. On a une benne de 30 mètres cubes, un gros volume. Le fumier est stocké en bout de champ sur les parcelles sur lesquelles ça sera étendu. Donc, on est en stockage bout de champ. Pour le compostage, c'est la CUMA qui vient. Donc, comme j'ai dit, 2 à 3 passages suivant l'état, suivant la saison, suivant l'humidité, la pluie qu'on a. Et ensuite, pour l'épandage? Et l'épandage, alors aujourd'hui, moi, je travaille sur une entreprise qui vient faire l'épandage. Ils viennent avec un chargeur et 2 épandeurs, eux qui gèrent tout le chantier. On a pour 2 épandeurs et un chargeur. D'accord. Et le coût du compostage, c'est Le coût du
Le coût du compostage, c'est une facturation à la minute de rotor, minute d'utilisation de la machine. Donc, il y a un chauffeur sur la machine qui vient. On est à 5,60 € de la minute. Moi, à l'année, en coût annuel, j'en ai à peu près pour entre 550 et 650 € de coût annuel de compostage. Par contre, on s'y retrouve largement. Du coup, on gagne sur les valeurs fertilisantes du produit, une meilleure qualité d'épandage et on gagne énormément sur le temps d'épandage par rapport à l'entreprise. On a un produit beaucoup moins volumineux et une meilleure qualité de produit sur le sol pour incorporer après. Donc, en gros, si je globalise, il y a environ 80 chevaux. En fait, le fumier est issu de 80 box en fait, occupés à l'année, en gros. C'est ça? 50 box à l'année et le reste, c'est des stabulations qui servent que l'hiver sur des chevaux d'élevage. D'accord. Et du coup, ça permet de dépendre, de valoriser du compost sur combien d'hectares de culture? Nous, on épand à peu près le volume de compost qu'on a épandu sur environ 40 hectares de labour par an. Ok. Ok, ok. Et en termes de main-d'œuvre, du coup, les retournements se font au printemps, c'est ça? Alors, tout au fil de l'année, c'est suivant la CUMA, à 6 passages par an à peu près, je crois, de mémoire. Et à chaque passage, dans notre secteur, ils viennent 2 fois à 15 jours d'intervalle. Donc, le top, c'est de réussir à faire ça un peu sortie d'hiver quand le fumier a bien pris l'humidité. Et le mieux, c'est qu'on ait de la pluie entre le premier et le deuxième passage pour qu'on ait un meilleur travail du produit et une bonne efficacité sur le compostage. Du coup, ça vous prend combien de personnes pour toute la manutention en fait, du fumier globalement? C'est une personne au moment du curage qui s'occupe du transport. Voilà, on sort environ 60 mètres cubes en moyenne tous les 15 jours, voire un petit peu plus suivant les périodes de l'année. Voilà. Après, ce qui est très important sur le système de compostage, c'est de bien faire son tas. Il faut avoir un beau tas bien droit. Enfin, voilà, c'est la qualité du tas qu'on a fait qui va jouer aussi sur la facturation, sur le temps passé, la composteuse. Un tas mal fait, pas en ligne, donc pas droit, sur des parcelles pas plates. C'est plus de temps à composter que si notre tas est bien fait. Donc, il faut vraiment être rigoureux là-dessus et sur les emplacements et la façon de faire son tas. Ouais, donc vous avez des contraintes au niveau hauteur et puis largeur aussi au niveau de l'andain, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Donc après, moi j'ai une grosse remorque, une grosse benne et ça passe bien. Enfin voilà, en mettant juste une benne d'état en longueur sur une remorque de large, je peux pas faire de remorque, ça passe pas. Mais avec une remorque de large sur un d'état en longueur, ça se fait bien. Ok, ok. Bon, bah, très bien. Eh ben, merci en tout cas pour. Est-ce que peut-être que vous pouvez. Alors, je vais essayer de partager les données. Alors, les valeurs agronomiques. Donc, Monsieur Aubray fait des analyses hein, de son fumier et de son compost. Et donc, moi, je les ai comparées là rapidement avec des données moyennes hein, qu'on a récoltées dans nos différents travaux. Et donc, on s'y retrouve, hein, si on regarde les valeurs NPK, c'est-à-dire azote, phosphore et potassium, hein, qui sont les 3 éléments principaux, on va dire. Si je compare les composts en moyenne, Monsieur Aubray, il est autour de entre 7, 2 et 13 hein, en NPK. Et la moyenne globale qu'on a récupérée hein, de la base de données, on est à 7, 4, 10. Donc, on est tout à fait dans des valeurs moyennes du compost. Voilà. Donc, ça constitue un amendement organique très intéressant avec effectivement, faut faire attention avec une partie de l'azote qui n'est pas disponible pour la plante tout de suite, puisque elle est immobilisée sous forme de matière organique. Donc le compost constitue principalement un amendement pour améliorer la structure du sol. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de questions ou en tout cas, on verra
par la suite. On va passer en tout cas, merci Monsieur Aubray. On va passer à Monsieur Tout-le-Monde qui va nous parler de lombricompostage. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Donc, Damien Tout-le-Monde, producteur de lombricompost dans le Pays d'Auge. Donc, donc je fais du lombricompost en petite quantité, donc de façon assez artisanale. Donc, je dispose pour ça d'un terrain qui fait 5000 mètres carrés, sur lequel donc je pratique ce qu'on a des andins, les andins de fumier. Donc là, alors, j'ai une quinzaine d'andins de 25 mètres de long sur 1 mètre de large, sur lequel le fumier est déposé régulièrement. Vous pouvez continuer après, là, on a d'autres vues. Voilà. Donc voilà, ça c'est du dépôt de fumier tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous préciser la provenance du fumier il vient d'un et centre. la quantité Alors, 50 à utilisée par 60 an. tonnes. 50 à 60 tonnes pour obtenir, voilà, le système est prévu pour 30 tonnes de lombricompost, une production de 30 tonnes, ce qui nécessite en amont 50 à 60 tonnes de fumier. Et voilà, c'est que ça reste malgré tout des petits volumes. Donc, voilà, c'est pour ça que je parlais de production. Ouais, je fais un travail d'artisan, mais bon, voilà, mais ça a le mérite d'être efficace. Donc là, c'est l'épandage. Alors voilà, ça c'est une coupe. Donc en fait, sous les andins de fumier, sous le fumier, on a les vers qu'on voit pas forcément, mais qui travaillent en ingérant la couche de fumier qui est au-dessus. On a digérant et la matière fécale des vers de terre, donc ça accumule dessous. Et c'est l'humus. C'est la grosse différence avec le compost, c'est ce que je dis souvent à ceux qui ne connaissent pas le compost, c'est qu'on ne remue pas, il ne faut pas remuer les andins, et il n'y a pas de montée en température. Donc c'est ce qui fait aussi c'est l'avantage, c'est peut-être un avantage de ne pas être obligé de remuer, mais c'est la limite du système, c'est que même si moi je reste un petit producteur, de toute façon, excusez-moi, voilà. Même si on peut pas on peut pas produire des grosses quantités, même avec des gros moyens mécaniques. Moi, je fonctionne avec de petits moyens mécaniques. Mais même avec des gros moyens mécaniques, c'est difficile de produire du lombricompost à grande échelle. Pour donner une idée, si vous voulez, mes bandes font à 25 mètres de long sur 1 mètre de large. On pourrait, si je voulais développer ça avec encore plus de moyens, je pourrais avoir des bandes de 2 mètres de large, de 50 mètres de long, mais elles auront toujours en hauteur, elles font 25 à 30 cm maximum, 20-25 cm. On ne peut pas monter en hauteur, on ne peut pas avoir des gros tas de fumier de 5 mètres de 3 mètres de haut sur 5 mètres de large. Qu'on peut retourner mécaniquement. Voilà, il n'y a pas de montée en température. Donc, on travaille à froid, donc au rythme biologique des vers de terre. Donc, il faut du temps. Donc, il y a une rotation de 1 an entre l'alimentation entre récolter. Ensuite, il faudra repasser 1 an après pour pouvoir de nouveau la récolter. Voilà. Donc, il y a 9 à 12 mois le temps, c'est 9 à 12 mois pour une quantité finalement qui ne sera pas aussi importante que du fumier produit. Voilà pour les aspects. On va continuer sur les aspects techniques. Oui, est-ce que vous pouvez nous repréciser la provenance du fumier dans un premier temps, voilà, et quelle est la régularité de l'approvisionnement? Alors, mon fumier, il vient d'un petit haras qui est à côté de chez moi, donc je valorise quasiment toute sa production. Donc il est bien. Il vient, voilà, il vient une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend. Donc, il a à peu près combien de chevaux du coup? Alors ça, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais bon, vous voyez, il produit 50 tonnes de fumier. Donc, ça reste un petit haras.
Mais bon, il est bien content de pouvoir trouver un débouché à son fumier. Et je suis juste à côté. Donc Alors, finalement, quelles sont vos principales manutentions, en fait, tous les bah, jours? bah alors, alors, ça va être, il va y avoir, dans ce qu'il y a à faire, il y a l'alimentation des litières, des bandes. Donc en fumier. Donc ça se fait régulièrement tout au long de l'année, hein. Donc il n'y a pas de, c'est un système qui fonctionne en continu. Il n'y a pas, donc il faut faut nourrir des bêtes, hein. C'est ça. Donc il faut nourrir les bandes régulièrement pour que les vers de terre aient à manger et puis et pour qu'ils puissent transformer la matière. Donc, l'alimentation des bandes. Donc là, vous avez une photo de la récolte. Je crois que sur la photo d'avant, on voit bien, voilà, la photo d'avant, voilà, ça donne une bonne idée de, voilà, au bout d'un an à peu près, hein, entre 9 à 12 mois, sur un cycle de 9 à 12 mois, on obtient une couche on pourrait dire du terreau, mais c'est du compost, du lombricompost, donc qui fait 20 cm, et voilà, qu'il faut mettre sur une remorque ou dans le godet, là. Et ensuite, alors, vous pouvez descendre un petit peu là. Alors ça, c'est la récolte. Bon, la récolte. Donc donc ça, c'est le séchage. Alors, séchage pour pouvoir ensuite tamiser en fait. Donc ça, c'est le séchage dans un hangar. Alors, il n'y a pas intérêt, on n'a pas intérêt à le faire sécher, à trop le faire sécher. Il faut que le produit reste humide, il faut qu'il soit à 50% d'humidité. Mais il faut pouvoir, l'intérêt de le sécher, c'est de l'utiliser plus facilement après et surtout de pouvoir le tamiser. Donc après, je vous ai mis une photo de tamis. Bon, c'est voilà. Donc donc voilà, c'est vrai que c'est bon. Il y a beaucoup d'opérations. Il y a beaucoup d'opérations. C'est du temps. Il y a du temps à passer, hein, tout simplement, pour faire je vous ai dit, l'alimentation, la récolte, l'entrepôt pour le séchage, et ensuite, il y aura le tamisage et la mise en sac. Donc ça, c'est voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre surface de hangar pour faire Ouais, 150 mètres carrés. D'accord. 150 mètres carrés suffisent largement enfin, en tout cas, dans le cadre de mon système de production qui est modeste. Et Qui reste ensuite, est-ce que modeste. vous pouvez nous préciser ensuite le conditionnement de vente du coup, et puis ensuite Voilà. la commercialisation? Le conditionnement, il est en sac plastique. On est obligé d'utiliser des sacs en plastique pour conserver l'humidité du produit et ça a son efficacité. Je fais du sac de 3 et 10 kilos. Maintenant, je fais du sac réutilisable. Comme je fonctionne beaucoup avec une clientèle qui connaît le produit, qui revient, qui m'en prend régulièrement, donc j'ai des sacs réutilisables. C'est des sacs de 10 kilos, donc qui sont consignés. Donc comme ça, donc sur les lieux de vente ou même sur place, maintenant j'ai mis ça en place depuis 2-3 ans et ça fait son chemin. Et donc ça va être une vente sur place, ça va être une vente sur des manifestations en lien avec les végétaux, ça va être des ventes sur des lieux, chez des revendeurs maraîchers ou horticulteurs. Voilà, j'ai un bon petit carnet d'adresses et un réseau comme je vous ai déjà dit hier, donc sur le Pays d'Auge et une partie de l'Eure. On va dire un tiers le tiers du Calvados et puis la bordure ouest de l'Eure. Voilà, c'est essentiellement des particuliers, des jardiniers avertis, mais aussi quelques professionnels. Alors ça va être dans ce cas-là des maraîchers. Et qui prennent en grande quantité du coup? Non, non, justement. Donc, non, parce que ce produit-là reste cher. Quand je dis cher, je vais revenir sur les ordres de prix qui avaient été donnés hier. Évidemment, c'est un produit qui met du temps. Je vous ai dit que le lombricompost, il faut du temps pour le produire. Il faut du temps au niveau, enfin, il faut un an. Il y a du travail. Donc, évidemment, il a un coût.
Et même si c'était très mécanisé, bah, il y aurait des gros investissements à faire et pareil, ça aurait un coût au final. Donc ça reste. Donc mon prix de vente, il est entre 1000 et 2000 euros la tonne, entre 1 et 2 euros le kilo. Donc ça reste un prix qui reste plutôt accessible au détail, donc pour le grand public. Ce qui ne m'empêche pas certains professionnels de l'acheter. Mais dans ce cas-là, quand on consomme, et généralement, ils en utilisent des petites quantités. Pour leurs besoins, pour les maraîchers, par exemple, le lombricompost, c'est très intéressant pour les tomates. Donc, les maraîchers qui m'en prennent, c'est souvent pour leurs tomates, pour fertiliser leurs tomates, pour mettre un petit peu à la plantation. Donc, certains maraîchers aussi peuvent l'utiliser. C'est là où c'est très intéressant, c'est pour amender leurs serres, le sol, le sol sous les serres. C'est un usage qui est très intéressant. Mais c'est vrai que je reviens au sujet d'hier, le produit lombricompost, avec le coût qu'il représente, n'est pas forcément très abordable pour des professionnels. C'est sa limite. Sa limite actuelle. Bon, après, c'est pas aussi parce qu'on avait dit hier, c'est parce que les autres, pardon, c'est parce que les engrais classiques, eux, sont au marché, donc il n'est pas forcément très compétitif. Mais il a quand même certains intérêts, je vois par exemple pour les tomates, pour ce qui est du maraîchage, hein, qui font que ça peut être intéressant, même à un coût élevé, d'en utiliser une petite quantité. Ok. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Volatier qui va nous présenter donc son activité Mister Lombric et qui pourra justement du coup voilà continuer à parler un petit peu et puis du procédé de lombricompostage. Bonjour à toutes et tous. Bon, je suis Benoît Volatier, Mister Lombric. Mister Lombric a une activité principalement de grossiste en lombricompost sur le marché français. Alors, on a aussi une activité au Sénégal, donc Sénégal et éventuellement Afrique de l'Ouest, de production et commercialisation de lombricompost, plus un volet formation, mais je focalise sur la partie l'activité en France. Je suis basé à Lisieux, donc dans le pays d'Auge. L'activité consiste à fournir en lombricompost des personnes, des sociétés qui vont à leur tour commercialiser ce lombricompost auprès de professionnels ou de particuliers. Il nous arrive également de gérer d'avoir de la clientèle à l'intérieur même de la filière lombriculture pour des raisons de gestion des stocks. On va avoir un partenaire qui va être en rupture de stock, un autre au contraire qui aura du stock excédentaire, et donc on participe à cette régulation du marché. Ça c'est pour le volet donc, commercial en France. Sur le produit lombricompost, on a une activité aussi de conseil et d'accompagnement pour des personnes qui voudraient démarrer en lombriculture. Donc ça commence par une étude de faisabilité pour voilà, étudier le site, les circulations, les intrants, les contraintes, que ce soit voisinage, contraintes juridiques, risque d'opinion, quoi que ce soit. Et ensuite, donc, on peut accompagner jusqu'à la commercialisation, donc la phase d'installation avec les partenaires techniques, les recommandations de matériel, selon l'échelle à laquelle on a envie de développer, comme le disait Damien. Les unités de production de lombricompost en France aujourd'hui, ça peut aller de quelques dizaines de tonnes par an jusqu'à plusieurs centaines. Les niveaux de mécanisation ne sont pas les mêmes, mais on a cet éventail d'échelles, d'activités. Avec ensuite... Oui, pardon, allez-y. Oui, allez-y. Non, je disais, ensuite, disons, dans les enjeux sur l'accompagnement, un point important est de savoir si un centre équestre, par exemple, veut produire son lombricompost pour son propre usage, fertiliser ses prairies, par exemple, ou si c'est dans une optique d'avoir un revenu additionnel. Lorsque c'est le cas, lorsque l'idée c'est d'avoir un revenu additionnel, voilà, juste un point de vigilance, c'est que vendre du lombricompost, c'est un deuxième métier par rapport à celui de produire du lombricompost. Et donc, certainement un troisième métier par rapport à un métier centré sur le cheval, où là aussi, à mon avis, il y a plusieurs métiers qui coexistent dans un centre équestre.
Et du coup, vous entretenez, dans votre entreprise, vous multipliez les verres pour pouvoir les commercialiser régulièrement, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on fait au Sénégal avec l'activité intégrale. En France, lorsqu'on a besoin de litière pour démarrer, pour un client qui voudrait démarrer sa lombriculture, on va se fournir auprès d'un partenaire en privilégiant le plus proche. Donc, c'est un mix de proximité géographique et de disponibilité également, parce que tout le monde n'a pas toujours plusieurs mètres carrés, voire plusieurs dizaines de mètres carrés de litière à fournir. Je pense à Damien, peut-être que si quelqu'un venait lui dire, voilà, je voudrais acheter 20 mètres carrés de litière avec les verres, peut-être qu'il va dire, en fait, ce sont mes collaborateurs, j'ai envie de les garder. Donc, je peux vous en vendre 1 kilo ou 2. Enfin, tu préciseras, Damien. Et quel est le tarif de vente à peu près voilà, est-ce que c'est au kilo de litière? Alors, sur les verres spécifiquement, aujourd'hui sur le marché français, on a de nouveau les particuliers et les professionnels. Pour les particuliers, le prix du kilo de verre, notamment pour les lombricomposteurs familiaux de cuisine ou d'appartement, on est aux alentours de 50 € le kilo de verre. Ce qui peut faire rêver des producteurs de lombricompost ou quelqu'un qui aurait une activité de production de verre, parce que 50 € le kilo, je pense que c'est plus cher que le veau, ou je sais pas, en tout cas que c'est peut-être le prix de produits agroalimentaires haut de gamme. Lorsqu'on vend pour démarrer de la lombriculture, là on raisonne plutôt sur un volume de litière ou même une surface de litière avec une vingtaine ou une trentaine de centimètres d'épaisseur. Les prix de cette litière de démarrage, dans lequel on a l'écosystème complet, avec des vers adultes, des juvéniles, des cocons, toute la biodiversité, les colamboles, les cloportes, les bactéries, les champignons qui sont nécessaires pour que ça démarre. Là, on va osciller entre 500 et 1 000 € le mètre carré de litière. Ça va dépendre surtout du niveau, au fait, de conseil et de qualité de cette litière et d'accompagnement. Il est peut-être même possible, que j'ai eu des échos de prix de vente du mètre carré de litière pour démarrer en lombriculture à 300 €. Les échos que j'ai eu des personnes qui ont acheté ça, c'est que finalement, il n'y avait quasiment pas de verre dedans. En fait, ils se sont retrouvés à avoir acheté du lombricompost. Ce qui fait un peu cher pour le coup sur le lombricompost. Enfin, ça fait cher pour des Ça verres. fait cher la terre. Oui, ça fait cher la terre. Voilà. Donc voilà, disons, c'est un partage pour des centres équestres qui seraient intéressés pour une valorisation en lombriculture, c'est que le marché est encore peu structuré et donc il y a des risques d'erreurs de débutants lorsqu'on se retrouve à acheter des verres, de la litière, du lombricompost, voire de l'accompagnement. Et voilà, ça peut être utile d'être accompagné. En tout cas, c'est ce que propose Mister Lombric aussi. Merci. Et donc, du coup, quelles sont les opportunités de marché aujourd'hui pour le lombricompost? Les opportunités de marché, vous pouvez préciser le… Pour développer cette activité-là, pour commercialiser, hein, bien sûr. Après, je parle pas, je pense que tout le monde a compris l'intérêt de le revaloriser en le recyclant sur son exploitation, mais pour les structures qui ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas de surface épandable, voilà, je me posais la question de savoir finalement quelles étaient les opportunités de marché pour la vente de lombricompost. Voilà, pour des structures qui ne pourraient pas le commercialiser, quoi. Donc, je comprends. Je vais rejoindre les catégories qui ont été éditées par Damien, c'est-à-dire qu'on a d'une part des particuliers qui veulent, je dirais, chouchouter leur jardin. On a ensuite, chez les professionnels, on a au premier chef les maraîchers, donc pour des productions alimentaires, notamment les maraîchers en agriculture biologique ou des personnes qui veulent s'installer en permaculture et qui veulent démarrer en nourrissant leur sol avec un intrant de haute qualité. Et ensuite, on peut avoir des cultures plus spécialisées, viticulture, arbres fruitiers, on peut avoir des activités de pépinière, voire de gestion d'espaces verts. Ça fait aussi partie des segments de clientèle. Du côté des grandes cultures, pour l'instant, il n'y a quasiment pas de demande de lombricompost, probablement parce que le coût à la tonne n'est pas récupérable sur la valeur des céréales qui vont être ou des productions agricoles en grande culture. En termes de prix, les prix planchers auxquels
certains éleveurs, et là je pense à des éleveurs équins, mais aussi des éleveurs bovins, le prix plancher auquel ils vont réussir à trouver des acheteurs pour leur lombricompost, ça va être de l'ordre de 100 € la tonne. J'ai l'impression, là, sur les 5-6 années de recul que j'ai sur le marché français maintenant, que le prix est quand même à la hausse. C'est-à-dire que certains de mes partenaires qui me disaient il y a 3 ans, je vous le vends à 200 € la tonne tamisé. C'est là qu'il y a des petits délais. Oui, tamisé, 200 € la tonne, donc vraiment juste en sortie de son site de production, a revu son tarif à la hausse dans des pourcentages pas négligeables, de plus de 10% d'une année sur l'autre. Et là, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est que quand il y a de la demande, logiquement, si on n'est pas capable de fournir, les prix vont pousser à la hausse. Donc ça, je vous disais, ça reste quand même le bas de la fourchette. La fourchette de prix à la tonne de lombricompost pour des débouchés professionnels va plutôt être entre 350 et 500 € la tonne. Et au-delà, on bascule sur des conditionnements plus petits, donc on n'est plus en big bag, on va être plutôt en sac. Et on va se rapprocher progressivement des 1000 € la tonne, donc 1 € le kilo, ce qu'évoquait Damien. Et on peut tout à fait se retrouver à 2 € le kilo lorsqu'on vend sur des petits conditionnements, un sac de 5 kg qui va être vendu à 10 € TTC pour des particuliers, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à votre question sur les débouchés. Voilà, c'est un peu le marché. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, du coup, on va attendre peut-être les questions tout à l'heure. Mais on va passer donc au troisième témoignage, qui est donc la structure de Madame Giraud. Donc voilà, bienvenue. Et est-ce que vous pouvez donc présenter votre structure, voilà, le lieu, l'activité cheval, et puis après on parlera effectivement de votre solution de valorisation. Ok. Merci. Du coup, nous, le domaine équestre de la Bonde, on est situé à Saint-Denis-le-Fermant dans l'Eure, donc à côté de Gisors. On a entre 70 et 80 équidés sur site. Donc, on fait beaucoup de cours, mais aussi beaucoup de compétitions internationales. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le centre équestre? Donc, on a été labellisé l'année précédente. Oui, le type, comment sont hébergés les chevaux et quel type de litière vous utilisez? Alors, nous, on a entre 30 et 40 box. Et le reste, en pâture. Et au niveau des litières, on est copeaux et paille. Mais principalement quand même copeaux. Voilà. Et donc, on a mis en place une solution de valorisation du fumier pour chauffer nos bureaux, en fait. Donc, on produit à peu près entre 200 et 250 tonnes, je crois, de fumier par an en fonction des conditions climatiques. Et notre capacité de stockage, c'est 500 mètres cubes de fumier. Donc, pour mettre en place ce système, on a mis aux normes notre fumière en faisant une dalle béton pour étanchéifier. Et après, on a fait également une dalle pour protéger le circuit de chaleur qui se trouve en dessous. On capte la chaleur produite par le fumier sur 160 mètres carrés à peu près et on chauffe avec ces 160 mètres carrés, 600 mètres carrés de bureaux. Donc, le système, c'est un échangeur thermique grâce à la pompe à chaleur au haut. Donc, il y a l'eau froide qui rentre, qui est chauffée par le fumier. Et ensuite, le fumier chauffe nos bureaux par un système de chauffage au sol. Et donc, du coup, comment vous... du coup, le fumier, il est stocké au fur et à mesure? Oui. Alors, nous, le curage, c'est une fois par semaine. Et du coup, ensuite, vous retirez le fumier à un moment donné ou comment ça se passe? De par ce système, le volume déjà diminue beaucoup. Donc, après être passé dans la fumière, nous, c'est un agriculteur à côté de notre structure qui récupère le fumier et qui vient le chercher. Et il est valorisé comment? Et il les pend dans ses champs. Donc, il est valorisé en brut? Oui, tout à fait. D'accord.
Et du coup, il est plus sec qu'un autre fumier ou finalement il n'a pas changé, mis à part qu'il est stocké effectivement en fumière, donc du coup il va diminuer en volume, mais peut-être comme un autre fumier. Est-ce que finalement il a d'autres caractéristiques par rapport à un fumier classique qui ne serait pas sous géothermie? Non, pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'écho de ça. D'accord, donc il n'est pas plus sec du fait entre guillemets, de l'avoir refroidi, puisque Oui. finalement, il y a un échange de chaleur, donc finalement, on le refroidit en partie. Si, sûrement, parce qu'en fait, en plus, il chauffe donc à 70 degrés le premier mois, ensuite 45 degrés pendant 2 mois, et sur la fin, pendant tout le reste du temps, il chauffe à 25 voire 30 degrés. Donc, Ah oui, d'accord, donc il diminue progressivement. Oui, c'est ça. Même si vous chargez au fur et à mesure, ou Oui. c'est parce que c'est le chargement de l'hiver, en fait? Alors, en fait, on fait un chargement et quand c'est presque à la fin, je crois qu'on recharge par-dessus. D'accord, donc vous faites qu'un chargement et est-ce que vous rajoutez donc du fumier au fur et à mesure ou il y a un chargement global en fin d'hiver ou je ne sais pas, par exemple? Je sais pas. Alors, je veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est un à la fois, en fait. On attend que ce soit fini pour… D'accord, et donc le cycle dure, vous m'avez dit, donc le premier mois à 70 degrés, Oui. ensuite à 45 degrés pendant les 2-3 mois suivants, c'est ça? C'est ça, pendant les 2 mois suivants et après le reste du temps entre 25 et 30 degrés. Ok. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les avantages et les inconvénients de ce système et puis quel est le montant de l'investissement pour cette solution, du coup? Alors, au niveau de l'investissement, on investit un peu moins de 40 000 € pour ce système, mais ça nous a permis quand même des économies d'environ 25 000 € par an sur le système de chauffage. Et de par le fait que la quantité réduise avec ce système, ça nous a aussi permis d'économiser sur les transports de fumée. Ok. Pour ne pas vous dire de bêtises, ça nous a divisé les transports par 2 ou 3. Oui, mais ça, c'est parce qu'en fait, les transports sont plus espacés. C'est ça, en fait, aussi, j'imagine. On peut en mettre plus en quantité et puis oui, ils sont plus espacés. D'accord. Ok. Et donc, au niveau maintenance, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'entretien à faire? Comment vous avez de la maintenance à faire ou de l'entretien dans le système ou pas? Ou ça marche tout seul? Non, je pense pas que ça marche tout seul. Je crois que c'est 1 fois par an, la maintenance. Je ne voudrais pas n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, est-ce qu'il faut du matériel spécifique pour reprendre le fumier ou pas forcément? En fait, il y a une dalle qui est classique et du coup, entre guillemets, elle est aussi solide qu'on peut utiliser un chargeur classique, même s'il y a le système de géothermie dessous. Oui, non, la dalle a été faite, il y a 15 cm d'épaisseur, donc ça nous permet de ne pas avoir de contraintes là-dessus. Ok. Eh ben, merci pour ce témoignage. Je ne sais pas, on peut peut-être passer aux questions. Cathy S'il y en a, pour l'instant, oui. Est-ce qu'il y a des questions concernant les témoignages là, que vous avez pu entendre? J'en ai une. Ouais. Je suppose que c'est une forme de compostage sur site, puisque si le fumier chauffe quand il chauffe jusqu'à 60 degrés, c'est le début d'un processus de compostage. De toute façon, dans une fumière, il y a un processus de compostage qui se fait. Alors, quand c'est sur la partie entre guillemets superficielle, il y a du compostage. Et en dessous, il y a plutôt de la méthanisation. Si on regarde un tas de fumier en général, voilà. Et évidemment, plus on va brasser et plus on va faire de compostage par montée en température.
Mais voilà, effectivement, là, le fumier qui attend dans la fumière, ben, effectivement, il y a une partie qui va monter en température. Sachant que ça va être plutôt la partie qui est, entre guillemets, entre l'atmosphère enfin, la surface en périphérie, quoi. Voilà. Et après, après, ça va dépendre de l'approvisionnement aussi en matière. Mais oui, il y a du compostage de toute façon dans la matière qui est stockée en fumière. Ouais. On récupère l'énergie du compostage, quelque part. Bah là, on récupère la chaleur. Donc, je voulais savoir si, en fait, est-ce que le fumier donc, ne fume plus, c'est ça? Si, quand même. Si. Ouais. Oui, non, mais je n'ai jamais vu. Donc, c'était pour ça que je voulais savoir si, finalement, est-ce que le fumier dégageait quand même. Oui, En fait, quand quand il même. fume, il dégage notamment du gaz carbonique, mais aussi de l'eau. Et donc, il fume quand même en hiver. D'accord. Et quelle est l'entreprise qui vous a installé la solution? Parce qu'en fait, je pense qu'elle est, à mon avis, assez unique en France. Donc, je voulais savoir qui vous a installé cette solution. Est-ce que c'est, entre guillemets, un chauffagiste classique ou... Faudrait que je pose la question, parce que ça, je n'ai pas du tout l'info. Mais je pourrais, du coup, vous revenir vers vous et vous dire. Mhm. Est-ce qu'on a d'autres questions? Apparemment pas. Ah oui, on a une question. Oui, 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 j'ai une question de curiosité pour Monsieur Aubray. C'est de savoir, donc, de ce que j'ai compris, vous brassez plusieurs fois vos andins de fumier avant de les épandre. Est-ce que vous avez déjà regardé, parce que ma première question, c'est au final, combien de mois les andins vont rester sur place en bout de champ avant d'être épandus? Est-ce que vous avez déjà regardé une fois, juste avant l'épandage, si par hasard, il y avait des vers qui étaient venus coloniser les andins avant épandage? il n'y a pas de micro. Ah, il faut que vous remettiez votre micro. Okay. C'est bon. C'est bon? Oui. Ouais. Donc, l'État vont rester en bout de champ environ 9 mois, 8-9 mois. J'ai jamais regardé en dessous de ça avant l'épandage ce que ça donnait. Aujourd'hui, je pense que je vais aller le faire par curiosité, parce que j'ai un tas qui a à peu près 2 ans, que j'ai gardé pour mettre sur de la prairie, et qui a énormément diminué, qui est très composté. Et je m'ai mis la puce à l'oreille pour aller voir dedans ce qui pouvait se passer. Le trésor. Alors, moi, je peux vous répondre parce qu'en fait, nous, à la Jumenterie du Pin, on pratique le compostage au champ depuis une quinzaine d'années. Donc, on a l'habitude d'en faire. C'est exactement la même technique que Monsieur Aubray avec une composteuse de la CUMA et qui fait un retourneur d'andin qui passe deux fois par an. Et effectivement, les andins sont colonisés par des vers. Généralement, ils arrivent donc dans le processus de maturation, c'est-à-dire que il va y avoir 2 retournements, généralement on en fait un au mois d'avril et un au mois de mai, ou un au mois de mai et un au mois de juin. Et ensuite, on va laisser tout l'été maturer. Et généralement, en milieu d'été, alors évidemment, tout va dépendre de l'humidité. Hein. Je ne vais pas vous parler de cette année où ça ne s'est pas très bien passé. Évidemment, vous savez pourquoi. Mais généralement, effectivement, les vers colonisent naturellement le thym. Donc, on voit plein de vers rouges, hein, des vers de lombricompost hein, dans les thym. Et généralement, ils vont, je pense, entre guillemets, consommer encore quelques sucres et encore quelques matières, voilà. Et ensuite, ils vont délaisser le thym. Généralement, quand on épand, ils ne sont plus là. Voilà. Merci pour vos Ils ont... Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour pour tout le monde?
Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Pauline, Ariane, OK pour vous? Enfin, on n'a pas d'autres questions, il n'y a rien dans la discussion. Quoi qu'il en soit, c'était enregistré, donc ça sera sur notre page YouTube, donc la page du label EQRS, rapidement. Donc, vous pourrez aller voir. Et il y a le premier webinaire qui était également en ligne. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous propose qu'on close. En tout cas, merci aux témoins. Et pour ceux qui n'ont pas encore, entre guillemets, de fiche témoignage, voilà, on est preneur de vos informations. Donc, on vous recontactera pour ceux pour lesquels on n'a pas encore toutes les informations techniques pour pouvoir voilà, réaliser des fiches poster qu'on mettra sur la plateforme en ligne si vous en êtes bien d'accord, évidemment. OK, eh bien, merci à tous. Merci. Et je vous souhaite à tous Merci, une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous.